bonjour à la Malasse. Bonjour Bernard. On se retrouve autour d'un sujet qui nous passionne et qui devrait passionner beaucoup de monde, puisqu'il s'agit donc de la planète Terre, qui fonctionne avec des circuits, avec des méridiens, comme on dirait en acupuncture, avec des points particuliers, puis des constructions plus ou moins bizarres sur cette planète. Certaines, on les croit naturelles, des dolmens, les menhirs, puis il y a des artificielles entre guillemets, qui ont été construites par les hommes, les bâtisseurs. Une première question peut-être, c'est quoi un réseau d'énergie et pourquoi que ces réseaux d'énergie à la surface de la Terre, on les appelle chemins sacrés et qui donnera peut-être le nom d'une géométrie sacrée. Qu'est-ce qui fait que ces réseaux puissent avoir une telle appellation? Alors, dans ta question, il y a le sujet à écrire un livre, hein, parce que c'est très, très, très vaste et très intéressant, bien sûr. En fait, ces réseaux, ce sont des réseaux électromagnétiques qui circulent à la surface de la Terre. Et ces réseaux sont générés par les frottements du magma au centre de la Terre, sur l'écorce terrestre. Tout ça est mis en mouvement, et puis il y a une inertie de rotation, bien sûr, hein, puisque le centre étant plus dense, ce magma. Donc on va générer des vibrations par frottement. Ces vibrations vont émaner donc vers la surface, et au passage, elles vont engrammer des informations en croisant des métalloïdes. Donc ces informations, ces vibrations vont se charger et se mettre à la fréquence des métaux qui sont rencontrés, enfin des minéraux, des végétaux, et vont venir terminer à la surface de la Terre. À la surface de la Terre, eh bien, tous ces réseaux, entre guillemets, vont s'organiser en fonction de leur fréquence, et c'est comme ça qu'on va découvrir les fameux réseaux telluriques, réseau Hartmann, réseau Curie, réseau Perret, etc. Ces réseaux, eh bien, ils vont être consécutifs à une fréquence de métallique. Donc on dira le Hartmann par exemple c'est des réseaux nickel. On va avoir d'autres réseaux, ce sera l'or, l'argent, etc. Donc on va retrouver tous les métaux. Et donc eh bien on s'est rendu compte, enfin les anciens se sont rendus compte que si on rencontrait à la surface de la Terre des endroits, on va dire des points d'acupuncture, ces points d'acupuncture vont être définis par les croisements de ces réseaux. C'est-à-dire qu'à un point donné, on va avoir du Hartmann, on va avoir du Curie, on va avoir du Perret, on va avoir des rivières souterraines qui elles aussi vont générer des ondes, des fréquences particulières, des failles aussi, des failles dans la croûte terrestre qui vont générer un chaos quelque part, des cassures, mais qui seront productives, si on peut dire. Donc à un point donné, eh bien, tout cela va se condenser. Et on appellera cela un point étoile ou point d'acupuncture. Et c'est sur ces endroits que les anciens, déjà à l'origine, ont planté les menhirs. Ils avaient compris qu'en plantant des pierres, en changeant la masse, la masse ambiante d'un endroit sur un point d'acupuncture, eh bien on allait générer comme ça des interrelations entre les points, entre ces points d'acupuncture. Comme tu le disais, eh bien, comme dans le corps humain, on va avoir des méridiens et des points d'acupuncture. Eh bien, à la surface de la Terre, ce sera organisé exactement de la même manière. Donc la Terre est vivante, elle vit par cet apport d'énergie vibratoire à sa surface. C'est un vaste réseau, comme un réseau sanguin. Donc on peut dire que des lieux comme ceux où on retrouve les pyramides, les constructions des cathédrales, les lanternes, tous ces lieux-là sont des lieux, somme un peu comme des générateurs amplificateurs qui s'autorégulent en fonction de la Terre elle-même dans le système solaire et quand tout cet ensemble-là est en mouvement. Exactement. Alors, à l'origine, les civilisations anciennes, au néolithique, ont planté des pierres sur ces points. Mais après, l'humanité évoluant, on va changer de philosophie, on va changer de religion, on va changer de culture, et on se rend compte, malgré tous ces changements dans l'évolution de l'humanité, eh bien, c'est que la nouvelle religion, pour faire court, eh bien, va utiliser le point où était un menhir, et puis on a construit une petite chapelle à la place d'un menhir. Alors parfois on a couché les menhirs, parfois, comme à Orcival, on va retrouver un menhir directement inclus dans un pilier. Donc il y a bien une filiation, une transmission. Et puis, eh bien, tous ces édifices qui vont venir, donc comme tu le disais, chapelle, chacun avec son importance, chapelle, église, abbaye, cathédrale, et on va retrouver, les lanternes des morts, on va faire une parenthèse, puisque c'est un peu le sujet, on y reviendra plus largement, mais enfin, tous ces édifices qui sont organisés sont sur ces points d'acupuncture, et par ces réseaux sont interconnectés.
Ce qui veut dire que normalement, dès qu'on fait une action de variation sur l'un ou l'une d'entre eux, tous les autres s'en trouvent automatiquement avec une répercussion. Exactement. C'est-à-dire que eh bien, c'est la définition des réseaux sacrés, puisque ces réseaux vont être utilisés à des causes sacrées, pour des rituels particuliers, en fonction de la religion, peu importe. Nous, on va parler ici en Occident de religion chrétienne, catholique, mais en Asie ou au Moyen-Orient, on aura exactement la même chose avec des synagogues, avec des mosquées, tout est interconnecté de la même manière. Et c'est par l'implantation donc de ces lieux sacrés, ces lieux vibratoires où on va venir méditer, prier, générer des vibrations, des énergies particulières, que ces temples vont se mettre en œuvre et générer cette fameuse géographie sacrée. Donc ces grands réseaux, là on va avoir ces grands réseaux sacrés qui vont interconnecter tous les édifices entre eux. Si bien que la légende nous dit parfois que si on va prier dans une abbaye, on va dire clunisienne, à un endroit donné de la France, eh bien la maison mère de Cluny va recevoir l'information, et réciproquement. Donc il y a bien un échange d'informations. En physique quantique, on peut l'expliquer. Tout à fait. Tout à fait. La science aujourd'hui vient au secours, d'ailleurs même, d'une explication rationnelle de ce genre de choses. Exactement. Qui étaient avant considérées comme des mystères. Oui, mais qu'aujourd'hui on commence à découvrir, on commence à lever le voile. On est au tout début d'ailleurs, seulement, mais d'accord. Tout à fait. Bon, donc on va s'arrêter là-dessus parce qu'effectivement il y aurait de quoi écrire un livre. Il faut préciser, on ne peut pas parler de réseaux telluriques sans parler des réseaux cosmiques, parce qu'ils vont venir en complément. Exemple, les réseaux solaires. Oui. On oublie trop souvent, les géobiologues oublient le soleil dans tout cela, parce qu'ils vont partir avec leur baguette au niveau du sol ou avec leur pendule, ils vont détecter les réseaux telluriques, mais pour que les réseaux telluriques, pour qu'on puisse faire le lien avec le haut, eh bien, il faut considérer les réseaux cosmiques. Et là, c'est là où le soleil va rentrer en compte. C'est-à-dire que les rayons du soleil qui émanent, donc qui vont venir frapper la surface de la Terre, vont s'organiser aussi en réseau, en maillage, qui sera en fonction de la latitude du lieu, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où se trouve. Donc ce maillage, non pas comme le Hartmann qui fait 2 mètres sur 2 mètres 50 à peu près, là on va avoir des réseaux solaires qui vont partir de 10 mètres sur 10 mètres à l'équateur, et pour se diminuer, plus on va monter. Puisque là, il faut faire des calculs assez particuliers, il faut partir sur la trigonométrie, fonction de la... Bon, on ne peut pas aborder ça comme ça verbalement, il faut quelque chose pour l'exposer. Mais il faut savoir que le Soleil a une énorme importance, puisque c'est lui qui va créer cette relation cosmo-tellurique. Sinon, on n'aura que du tellurique. Et on ne pourra pas activer. Or, ça veut dire que pour qu'un temple fonctionne, il faut qu'il soit connecté donc, à ces réseaux solaires, donc, qui ont leur influence au niveau du sol. Et c'est seulement à cette condition, si on construit un temple à la mesure solaire, défini par la mesure solaire à l'endroit où l'on se trouve, eh bien, c'est seulement dans cette condition qu'un temple pourra être actif. Or, si on prend un temple, qu'on construit un temple ici en Périgord à latitude 45 degrés, et que si on prenait les mêmes mesures et qu'on va construire le temple à l'identique à Paris, à environ 48 degrés, ça ne fonctionnerait pas. Parce que la relation avec le soleil serait coupée, n'étant pas la même latitude. Donc il est très important. Et ça, les anciens le savaient. Et ils s'en servaient, ils l'utilisaient. Et nous, aujourd'hui, nous redécouvrons, bien sûr, toute avec l'héliogéobiologie, si je comprends bien. Voilà, alors ça, c'est un terme que nous avons... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, justement, l'héliogéobiologie? Parce que là, on tombe dedans. Tout à fait. Mais, oui, si on regarde, maintenant, avec Internet, il y a beaucoup d'informations qui passent, et on se rend compte qu'il y a des nouvelles sciences comme ça qui se révèlent, l'héliobiologie, on va dire, on va retrouver les panneaux solaires, enfin, tout ce qui est en relation de la civilisation avec le soleil. Mais au niveau de la géobiologie, il manquait quelque chose pour faire le lien justement avec ces réseaux cosmiques. Donc avec un ami qui m'avait initié, qui s'appelait Philippe Bougon à l'époque, on a travaillé énormément ensemble depuis une quinzaine d'années. Eh bien, on a dit il faut appeler ça héliogéobiologie, enfin tout au moins héliobiologie, si on travaille qu'avec les réseaux solaires, parce que le Soleil, Hélios, a toute son importance. Sans lui, rien ne fonctionne. Voilà. Donc, mais la biologie, bien sûr, reste, la science de la Terre reste, et bien sûr, la Terre. Donc, les deux sont complémentaires. C'est plus qu'intéressant, parce qu'on a vraiment envie de poser un certain nombre de questions. Je vais peut-être essayer d'en poser une. Actuellement, tous les articles scientifiques confondus, d'ailleurs, pensent que nous sommes dans un réajustement planétaire, donc dans notre système solaire. Est-ce que ça veut dire que toutes ces structures sont peut-être amenées à devoir être réactivées et à accorder, comme on dirait en musique, par rapport au niveau contexte, et que ça peut participer à une forme de basculement de la vie sur la Terre?
Oui, mais là c'est un phénomène vraiment complexe à expliquer. Il est vrai que la fréquence de la Terre change, la résonance de Schumann évolue, hein, donc ce qui place automatiquement les petits bonhommes que nous sommes qui évoluons à la surface de la Terre en phase avec cette vibration, et sans nous en rendre compte, bien, on subit cette évolution de cette résonance de Schumann, hein, donc la vibration de la Terre en fait. Donc si cette vibration, cette résonance monte, ben, évidemment l'être humain va lui suivre. Hein, il va monter. Donc, qui veut dire monter une vibration, rendre plus subtil, et bien être réceptif à d'autres phénomènes qui jusqu'ici nous ne ressentions pas. Donc, il est vrai que c'est un phénomène bénéfique pour l'homme de faire la fusion, si on veut dire, avec cette évolution. Mais il faut pas faire de résistance, parce que si on fait une résistance, si on veut rester au niveau où nous étions il y a quelques milliers d'années, eh bien évidemment, ça va générer des dysfonctionnements, des disharmonies dans le corps humain, et ça risque de poser des problèmes pathologiques. Bon, merci pour cette première partie qui effectivement nous donne... c'est plus qu'un livre qu'il faudrait faire, ouais. Parce que là, j'entendais quand même qu'à une certaine époque, ces constructions qui avaient été faites, elles étaient quand même activées, elles ne s'activaient pas toutes seules, elles étaient habitées par le média qui s'appelle l'homme. Bien sûr. Et si l'homme a perdu conscience de ses connaissances, il est assez difficile qu'il puisse devenir cet acteur médiatique, connecteur, de remettre en fonction un temple, un menhir, etc. Puisque ça a été conçu pour fonctionner, mais avec une activité consciente. Alors justement, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu particulier, qui a donné naissance à la sortie d'un livre. On va parler de lanterne. Alors, moi, je vais parler de lanterne des morts. Oui, non, ça me fait dresser les poils. Voilà, donc effectivement, c'est un peu pour ça. Pourquoi d'ailleurs, c'est quoi ce genre de lanterne, qu'on appelle aussi lanterne, alors on va dire énergétique. Lanterne des morts, oui, elle existe, la lanterne des morts, mais on ne peut pas... Enfin, toutes les lanternes ne sont pas des lanternes des morts? Non. Bon, non, déjà. Voilà. Et particulièrement celle dont on va parler, sur laquelle le livre s'adresse, c'est la lanterne de Saint-Bernard. Alors. À Sarlat. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Alors, la tour de Saint-Bernard. La tour de... Voilà. C'est même pas une lanterne, c'est une tour. Bon. Voilà. C'est une tour, oui, bien sûr, dans son rôle essentiel. Alors, il faut poser la chose de cette façon. Les lanternes des morts, donc hein, vraiment à l'origine, ont vu leur naissance en Irlande, dans les grands monastères irlandais, donc avant le XIIe siècle. C'était un peu celte, ça? C'était, bien sûr, c'était les héritiers du celtisme, hein, du druidisme. Bien. Donc, d'ailleurs, on parlait de l'église, comment dire, irlandaise, celtique, hein, pas néo-chrétienne, mais celtique quand même. Hein. Il a fallu un temps pour que, surtout là-bas. Hein, donc, voilà. Donc, eh bien, dans ces monastères irlandais, donc avant le XIIe siècle, eh bien, existaient dans les cimetières des lanternes des morts. Alors, ces lanternes des morts se présentaient comme une tour, un cigare bien dressé, un peu comme un obélisque avec le petit chapeau pointu, une porte qui n'était pas toujours au ras du sol, qui était un peu surélevée, quelques mètres, hein, ce qui faisait dire à certains interpréter que c'était des refuges en cas d'attaque. Bien sûr, alors tous les moines, je ne sais pas comment ils étaient dans une abbaye, allaient se réfugier dans une lanterne qui fait à l'intérieur 3 mètres, on va dire en exagérant de diamètre. Hein, ils vont s'empiler dedans. Il n'y a plus qu'à allumer un grand feu au pied et on est tranquille, ils sont tous enfumés. Hein, donc je ne pense pas que le niveau refuge soit vraiment cohérent. Après, on a dit que c'était des greniers pour stocker les céréales, le blé, tout ça. Mais pourquoi stocker du blé sur un cimetière? Voilà. Donc, principe de fonctionnement, ça fonctionne. C'était pas pour rien si je construisais ça. En fait, on sait que une cheminée comme ça, quelque chose de creux, une construction creux comme un obélisque ou un menhir, on sait que les énergies telluriques vont monter sur les parois jusqu'au sommet, et puis quand la charge donc est assez forte, il y a un effet piézoélectrique entre les cristaux, le mica, et un effet capacitif, et par effet piézoélectrique, eh bien, cette charge va exploser et l'énergie va retomber en parapluie autour de la pierre. L'obélisque fonctionne de la même manière. Il suffit d'y aller à Paris, on se rend compte que l'obélisque de la Concorde, les énergies qui vont monter le long de cet obélisque, à l'endroit où Louis XVI a eu la tête coupée,
Donc là, il y a un symbole, bien sûr. Et bien, cette énergie va monter au sommet de l'obélisque. Et quand la charge est suffisamment importante, et bien, cette énergie va retomber sur l'église de la Madeleine d'un côté et sur la Chambre des députés de l'autre. Donc il y a bien un transfert d'énergie quelque part qui est utilisé. Donc ça, c'est l'idée première. Mais les moines irlandais, eux, en construisant des tours, ont fait une cheminée cosmotellurique, c'est-à-dire qu'ils prenaient les énergies du bas pour les envoyer vers le haut. C'était cette cheminée, donc c'était un ascenseur vers le divin, si on peut dire, dans leur esprit. Ce qui pouvait avoir un sens dans un cimetière, quelque part. Exactement, puisque les ossements du cimetière, c'était des moines qui avaient prié toute leur vie, qui avaient médité, c'était saint homme. C'était l'ascenseur, une sorte d'ascenseur subtil. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'était des reliques qui étaient là, quelque part, avec une très forte eau vibratoire, puisque c'était un état de pureté donc, au niveau de la vibration. Donc c'est des énergies, eh bien, ces vibrations, ces reliques, eh bien, montaient directement dans cette cheminée et montaient vers le Père Créateur. Hein, pour eux, à l'époque, c'était tout un symbole. Et ça, alors, pour ces lanternes des morts, eh bien, jusqu'au XIIe siècle, donc on va les trouver en Irlande. Et puis un beau jour, il y a un gars qui s'appelait Malachy, qui aurait écrit la prophétie des papes. Bon, on peut émettre quelques doutes pour lui attribuer cette prophétie, mais peu importe, Malachy est bien connu pour ça. Et Malachy, eh bien, fait des voyages comme ça, évêque d'Armagh, hein, donc en Irlande, et il fait des voyages, il va voir le pape. Saint Bernard avait des relations assez virulentes aussi avec le pape. Hein. À l'époque, c'était chaud. Donc, au passage, il passe par Clairvaux et il devient ami avec Saint Bernard. Quoi. Et d'ailleurs, Malachy mourra dans les bras de Saint Bernard à Clairvaux, hein, en revenant d'un voyage à Rome. Mais donc cette tradition, je pense qu'elle a été apportée à cette période, puisque c'est à partir du XIIe siècle, de cette période, qu'on va voir fleurir des lanternes des morts en France. Et surtout dans la région du Poitou, dans le sud-ouest, région qui après coup, où on verra la guerre de 100 ans, chère aux Anglais, hein, que l'on retrouve encore aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup d'Anglais dans la région, hein, donc il y a quelque chose. Mais oui, on peut en rire, mais il y a des vibrations qui sont là, et les gens s'y sentent bien, donc ils viennent s'installer où ils sont bien. Hein. Donc ça, c'est encore autre chose qu'on pourrait développer. Alors voilà, on va voir donc dans le sud-ouest des lanternes des morts, effectivement, sur les cimetières qui vont. Donc là, on a un niveau de lanterne. Et toi, tu mets en évidence, non pas la lanterne, mais la tour. La tour. Alors, bien sûr. Quelle est la différence et pourquoi? Alors, on ne dira pas tout aujourd'hui, bien entendu. Non, bien sûr. Sans quoi, on aurait peu d'intérêt sur une conférence. Mais on peut quand même donner au moins quelque chose qui donne envie d'aller plus loin. Bien sûr. Et je vais juste donner la différence, si vous voulez. Prenons une lanterne des morts. Je l'ai dit, c'est une tour qui est creuse du haut en bas. Hein, d'accord. La lanterne de Sarlat, elle, eh bien, on a comme une petite chapelle qui est ronde avec une voûte croisée d'ogives, une clé de voûte qui est très très particulière, on y reviendra peut-être. Et puis au-dessus, eh bien, on a un clocher, mais les deux étages, les deux niveaux sont séparés. Alors que dans une lanterne, on n'a pas de voûte comme celle-là, on n'a pas de croisée d'ogive avec une clé de voûte, hein, on n'a qu'un élément. Là, à Sarlat, on a deux éléments, donc on va avoir deux énergies différentes. Elle est bien positionnée sur un cimetière bénédictin, l'abbaye, bien sûr. Donc, deux aspects à Sarlat. Un aspect exotérique, que tout le monde voit, ce côté lanterne des morts, posée sur un cimetière avec des trous où on peut voir la lumière la nuit, ça bien sûr, ça marche. Mais la raison profonde, c'est vraiment l'ésotérisme qui est derrière cette lanterne. Et comment elle va fonctionner? Elle va fonctionner différemment. C'est une tour qui va fonctionner différemment, dans le sens où, dans les élévations, dans l'architecture, et c'est là où on vient au sujet de l'ouvrage que tu as devant toi, eh bien c'est que on va utiliser la musique, les rapports musicaux pour définir cette architecture. Donc on va avoir des rapports entre la largeur, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler la nef, c'est une fausse nef, hein, et les élévations. Et à chaque fois, ces rapports vont nous définir des corniches, des chapiteaux, la clé de voûte, etc. Et là, on est sur un premier plan, donc par ces élévations, on est sur un plan, on va dire, assez humain, hein, où on va commencer à capter les premières vibrations qui sont à la surface du sol. Et par cette architecture combinée donc aux rapports musicaux, eh bien on va élever tout cela. Si bien qu'on pourrait dire, c'est pareil dans une cathédrale, les gens qui chantent dans une cathédrale vont faire vibrer la pierre. Et donc cette pierre mise en vibration, bien, va favoriser donc l'élévation des chants, des prières, des méditations, et pourquoi pas l'élévation des âmes, hein, si on y croit. Deuxième point, on passe au deuxième niveau, c'est-à-dire qui se situe au-dessus de la clé de voûte, dans le clocher, l'ogive d'obus, hein, qui se trouve au-dessus. Eh bien,
Là, on ne va plus travailler donc avec ces élévations en rapport donc sur la largeur, hein, en diagonale. On va travailler sur les rapports des cercles qui sont définis par les corniches. Et ces corniches ont leur importance, puisque si on prend les rapports des grands cercles, des plus petits, et qu'on les met les uns dans les autres tous, eh bien on se rend compte qu'on peut dessiner des polygones tangents, cotangents à ces cercles, c'est-à-dire inscrits dans ces cercles. Et on sait depuis Kepler eh bien, que les polygones, par les rapports polygonaux, on va générer des sons, des rapports musicaux qui sont en relation avec la gamme de Zarlino notamment, qui reflètent exactement les modes de chant antiques. Dans les chants antiques, on avait 8 modes qui étaient utilisés dans les abbayes, 8 modes de chant. Les 4 premiers étaient chantés, étaient utilisés, et puis on allait jusqu'au 8e, c'est-à-dire que les 4 premiers généraient le 8e, donc on n'avait pas besoin de chanter les 5e, 6e, 7e. Et c'est pour ça qu'on retrouvait toujours le père abbé au fond de l'abbaye, et qui lui, bien, quand les moines chantaient, donc avec ses modes de chant vibratoire, eh bien là, il se faisait masser les chakras. Hein, voilà. Donc il y avait cette connaissance qui était déjà là, et que l'on retrouve dans cette deuxième partie. Et à Sarlat, donc, certains auteurs ont fait le rapprochement à Sarlat avec le Saint-Sépulcre de Jérusalem, l'Anastasie. Mais il n'y a qu'une coupole, c'est comme à Saint-Pierre de Rome, il n'y a qu'une coupole, on n'est pas divisé en deux parties, une partie, on va dire, premier niveau théorique, et deuxième partie beaucoup plus subtile, qui va, et de par sa forme, c'est marrant, on dirait un obus, une fusée, mais c'est bien le reflet, est-ce que ça a été voulu, enfin, je pense que c'est l'architecture qui a défini cette forme, mais des gens regardent, ah, c'est un obus. Il y a un obus là, qu'est-ce qu'il fait là cet obus, un truc. Ou avec un peu d'imagination, voilà, juste une fusée. Voilà. Oh. Mais ça fait penser le premier film de Méliès, là, Le Voyage dans la Lune, où il balance une fusée qui va taper dans l'œil de la Lune. Sa fusée a exactement cette forme, hein. Donc c'est bien un ascenseur. Hein. C'est bien. Mais bon, c'est marrant. Mais voilà, hein, c'est au premier niveau. Il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension d'un édifice comme celui-ci. Et si on rentre donc dans cette construction, cette géométrie, que l'on va pas retrouver dans les autres, c'est complètement différent. On se rend compte qu'on a vraiment un outil qui va permettre l'élévation de l'âme, et même de passer sur des plans plus subtils, des plans différents, où on va pouvoir évoluer. Ce qu'on appelle le multidimensionnel aujourd'hui. Du multidimensionnel, voilà. Passage sur un autre plan vibratoire. Mais alors, une question courte, puisqu'après on se retrouvera à Sarlat, justement, pas très loin de cette tour. Quelque chose d'important, est-ce qu'aujourd'hui elle fonctionne, cette tour? Est-ce qu'elle est active? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit active? Et si elle est active, qu'est-ce que ça impacte, si on peut dire, sur l'environnement proche? Et puis, pas seulement sur l'environnement, puisque j'ai cru comprendre qu'au niveau des chemins sacrés, lorsqu'un point, comme en acupuncture, reprend une dynamique, il y a tout un rayonnement qui est relié partout. Bien sûr. Alors c'est intéressant, ta question est très pertinente, puisque ça j'aborderai le sujet aussi à la conférence donc, le 17, hein, et puis j'en parle dans le livre, il y a une géographie sacrée bien sûr qui émane de cette lanterne. Et on se rend compte bien sûr, si on rentre à l'intérieur et qu'on se connecte, qu'on se recueille simplement, qu'on essaie de comprendre comment fonctionne cet édifice, et qu'on essaie d'adhérer, de se mettre à sa propre vibration, on a des choses qui se passent, on a des ressentis particuliers. Donc c'est bien signe que l'endroit fonctionne. Tous ces endroits fonctionnent, ils sont toujours actifs de par leur forme et de par le soleil. Et ils n'ont pas besoin de l'homme pour s'activer, à la différence de certains monuments qui ont besoin de l'homme pour s'activer. Une construction comme celle-ci, qui est basée sur le nombre d'or, bien sûr, sur les racines carrées des nombres, puisque les petites corniches là, qui sont en haut sur le dôme, eh bien, ont une hauteur bien définie. Hein, on verra que, eh bien, elles sont posées suivant une élévation des racines des nombres. Donc là, il y a toute une géométrie. Mais ce sont des monuments qui se suffisent à eux-mêmes. À partir du moment où il y a le soleil qui brille tous les matins, le temple fonctionnera. Et ce temple, donc, pour répondre à ta question, eh bien, est interconnecté donc, avec tous les éléments, avec tous les autres endroits, hein, qui sont ces hauts lieux vibratoires. Notamment dans la géographie sacrée de Sarlat, eh bien, on va se rendre compte que si on prend les grands réseaux sacrés, on va être connecté au Mont-Saint-Michel. De l'autre côté, on va partir en diagonale, on va monter sur Bourges, Sens, Reims. Et si on redescend cette diagonale de l'autre côté, eh bien, on va sur Lourdes. Donc on est connecté quand même sur des hauts lieux très, très importants au niveau de la vibration de la prière. Et en latitude, si on peut dire, à 45 degrés, eh bien on va se retrouver sur le Puy-en-Velay. On va retomber sur Notre-Dame de la Salette,
on va retomber sur San Michele et en Italie. Donc ça veut dire que eh bien, tous ces hauts lieux sont bien connectés, que ce soit des cathédrales, que ce soit des lieux d'apparition mariale. Les apparitions mariales, on y croit pas à l'apparition de la Vierge, mais il y a quand même des phénomènes qui s'y passent à ces endroits-là, et qui sont en relation avec l'énergie particulière de cet endroit. Donc après, on peut débattre quelles sont réellement ces apparitions mariales, tout dépend de quelle philosophie on a personnellement. Bon, on va peut-être pas aller plus loin pour l'instant parce que je crois que oui, on se retrouve, je crois, c'est le 17 mai. Le 17, oui. Mais à 20h, au Cinéma Rex à Sarlat, justement, à Sarlat, pour avoir la suite. On commencera peut-être par des extraits d'un film qui s'appelle Le défi des bâtisseurs. Et on poursuivra par cette conférence sur la tour Saint-Bernard. Voilà. Effectivement, la tour et non pas la lanterne, mais si on l'appelle la lanterne. Si on verra pourquoi Saint-Bernard, qu'est-ce que vient faire Saint-Bernard dedans aussi, il a son importance, hein, c'est un peu l'instigateur. Et puis peut-être on peut faire aussi une petite parenthèse sur certains ordres qui étaient des ordres, on va dire, chevaleresques, moines templiers, enfin moines chevaliers, hein, les templiers qui étaient donc très proches de Bernard, et qui ont peut-être mis une touche dans l'architecture de cet ouvrage. Donc la tradition nous dit qu'il y a des maîtres bâtisseurs du temple qui seraient montés de Monsonès, de la commanderie de Monsonès, pour participer donc à cette érection. Voilà. Ouais. On peut redire toute une alchimie. Oui, on pourrait. Parce que c'est donc une soirée qui promet d'être riche en interrogations, en découvertes. Et je crois qu'on peut vous dire déjà ce qu'on dira là, quand vous repasserez devant ce qu'on appelle la lanterne des morts, la tour de Saint-Bernard, vous ne la regarderez peut-être pas de la même façon. Vous passerez peut-être dans une écoute différente aussi. Mais on a la chance aujourd'hui, c'est qu'elle est ouverte en permanence. Donc on peut y pénétrer librement. Alors qu'il y a quelques années, elle était fermée, il fallait se débattre pour trouver la clé. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est ouvert, profitons-en. Bon, eh bien, Alain Ballas, merci. Merci. Rendez-vous dans pas longtemps. Et pour ceux qui sont déjà curieux, le livre sur la tour de Saint-Bernard est déjà sorti. Vous le trouverez très rapidement dans les magasins de librairie. Dans peu de temps, je crois, chez Majuscule, à l'Office du tourisme. Et puis, bien sûr, ce jour-là, Alain Ballas pourra directement les dédicacer. Merci beaucoup. Merci à vous.